Vous nous regardez de partout, il est 7h. Madame, Messieurs, bonjour. L'actualité de ce matin débute par cette information. À la Cité de l'Union africaine, 4 nouveaux ambassadeurs ont plutôt présenté leur lettre de créance au président de la RDC, Félix Tshisekedi. Ballet diplomatique ce jeudi à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance des 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Les premiers à franchir la haie d'honneur, le diplomate Kalissa Farid, ambassadeur de l'Ouganda à RDC. Le diplomate de carrière, l'ambassadeur de l'Ouganda a supervisé plusieurs missions présidentielles pour le compte de son pays. L'Ukraine est désormais représentée à Kinshasa par l'ambassadeur Vasil Amiamin. Ce diplomate de 54 ans va travailler pour le renforcement des liens de coopération bilatérale entre l'Ukraine et la RDC, 2 pays qui entretiennent de bons rapports depuis le démembrement de l'Union soviétique. La République du Soudan, autrefois voisine de la RDC, a désigné M. Ousmane Hussein Elamine Ahmed en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en RDC. Les diplomates soudanais retrouvent un pays où il a commencé sa carrière diplomatique en tant que premier secrétaire d'ambassade. Locuteur de français, il a été accrédité en Belgique comme ambassadeur. Enfin, Madame Laura Evangelia Suarez est l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne de Venezuela en République démocratique du Congo. Basée à Brazzaville, Madame Laura Suarez est diplomate de carrière depuis 2005. Elle a reçu de son président Nicolas Maduro la mission de renforcer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Caracas. Nous allons quitter la RDC pour nous rendre à Dubaï. La première ministre de la RDC, Judith Soubena Toulouka, a échangé avec le dirigeant de DP World, le 3e plus grand exportateur portuaire mondial. Ces derniers s'engagent à livrer de 2026 le port en eau profond de Banana. C'est un reportage signé Chimandondo Pompomba et Joe Patrick Coco. La situation du port en eau profonde de Banana de discussion entre la chef du gouvernement congolais Minwa Toulouka et le PDG de DP World, 3e plus grand opérateur portuaire mondial. DP World, qui signe un accord avec le gouvernement congolais en décembre 2021, est en train d'aménager un quai initial de 700 mètres au port de Banana, capable d'accueillir le plus grand navire en activité. Le port, qui sera doté des technologies les plus récentes, aura une capacité de manutention de 450 000 équivalents 20 pieds par an. Le président de la République, à travers le gouvernement, sont vraiment en position de vouloir voir aboutir ce projet du port en eau profonde de Banana. Et c'était important pour moi de pouvoir rencontrer les responsables de premier ordre de DP World pour discuter avec eux de l'évolution des choses et montrer que nous, au niveau de la RDC, aujourd'hui, nous sommes en position de pouvoir pleinement accompagner ce projet. Et ils m'ont promis que si tout va bien, dans l'ordre établi, on pourra avoir les premiers navires dès l'année prochaine, 2026. Et donc, nous allons travailler ensemble pour assurer que cela puisse se faire de manière correcte. Le projet de port en eau profonde de Banana incarne la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui souhaite doter la RDC d'infrastructures logistiques modernes. Ce développement est crucial pour renforcer les capacités d'exportation du pays et offrir un accès abordable aux marchés internationaux. Le vice-premier ministre de l'Intérieur tient à la matérialisation de la vulgarisation de textes légaux portant création, organisation et fonctionnement de comités locaux de sécurité dans toute l'étendue du territoire national. Ce reportage vous explique ce qu'il a fait à l'étape de Lubumbashi. Bobo Mokonze.
Après Kinshasa et le Congo central, Jacques Chabani Lukuo vient de lancer la vulgarisation des textes légaux portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Séance tenante, les innovations de ces textes ont été présentées. Il s'agit entre autres de la formation des pratiques administratives, la démocratisation de la gestion des sécurités et la réhabilitation du pouvoir des chefs des quartiers et des rues. À travers cette nouvelle loi, le Conseil de sécurité est remplacé par les réunions de sécurité. Je tiens à rendre au magistrat suprême mes hommages les plus déférents pour sa grande vision portée par le gouvernement central à travers notamment la vice-primature en charge de l'intérieur. Le patron de la sécurité nationale a pour sa part salué l'importance particulière de ces textes en cette période où la République démocratique du Congo subit l'agression rwandaise dans sa partie orientale. La vision du président de la République, telle que traduite dans le deuxième pilier du programme d'action du gouvernement, fait de la réforme du secteur de sécurité l'une des principales priorités du pays. Celle-ci devant conduire à une gouvernance sécuritaire mettant l'homme au centre de toute action en vue de sa stabilité et de son bien-être social. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise des attestations sanctionnant la formation de 6 jours organisée à l'attention de membres des comités provinciaux et locaux du Haut-Katanga, au nombre duquel les maires, les bourgmestres, les administrateurs du territoire, les chefs des quartiers, des regroupements et des villages. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de sensibilisation contre le mine antipersonnel et assistance aux victimes, la vice-ministre de l'Intérieur a sensibilisé sur le danger que représentent les engins et explosifs improvisés. Reportage. En République démocratique du Congo, la cérémonie officielle marquant la journée internationale de sensibilisation contre les mines antipersonnel et assistance aux victimes a été présidée par la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation dans la salle Virunga. Cette journée permet de sensibiliser la population sur le danger que représentent les engins explosifs, y compris la nouvelle menace actuelle des engins explosifs improvisés. Un avenir sûr commence ici par la prise de conscience, l'éducation, la mobilisation collective contre le reste explosif des guerres. Et restons déterminés à poursuivre notre mission malgré les défis pour que chaque citoyen vive dans un pays débarrassé des pièges mortels de la guerre. En présence des agents et cadres du Centre congolais de lutte anti-mine, Eugénie Thiela a annoncé que la République démocratique du Congo a déjà enregistré des résultats concrets en ce qui concerne le déploiement de ces engins mortels dans plusieurs zones afin d'offrir un monde plus sûr aux communautés. À travers le Centre congolais de lutte anti-mine et avec le soutien de tous les partenaires, elle œuvre à la dépollution de ces zones afin de permettre aux populations affectées de retrouver un environnement sûr et propice au développement. Le gouvernement de la République, par l'entremise du Centre congolais de lutte anti-mine, a rassuré quant à la prise en charge des victimes de ces engins meurtriers en explorant la possibilité de créer un fonds d'assistance en leur faveur. Change carrément de registre. Le ministre de Pétantique et le directeur général de l'APCSC ont signé un partenariat pour la construction d'un réseau national de fibre optique avec 2 firmes chinoises spécialisées dans l'ingénierie. Non, Mantseko. Cette signature en grande pompe dont les coûts d'envoi d'un vaste chantier, celui de la construction d'un réseau national à fibre optique de qualité, une infrastructure qui permettra aux Congolais de bénéficier d'une connectivité à haut débit par fibre optique chez eux. Alors nous sommes venus pour apporter cet investissement afin de soulager sur le plan communicationnel la population congolaise. Avec l'accompagnement de l'APCS, nous allons travailler sévèrement pour pouvoir améliorer considérablement le secteur des télécommunications en République démocratique du Congo. Ces partenariats conclus entre d'une part les ministres des Postes, Télécommunications et du Numérique
Augustin Kibasamaliba est le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration avec, de l'autre côté, des firmes chinoises spécialisées dans l'ingénierie a pour objectif de révolutionner les secteurs des télécommunications et de l'innovation en République démocratique du Congo et de contribuer à son développement économique. La cérémonie a eu lieu en présence du directeur général de la SOCOF, Prosper Ghislain Payé, désigné comme maître d'ouvrage de cet ambitieux projet. Pendant ces temps, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a ouvert le travaux sur l'amélioration à l'accès en eau potable à Kinshasa. Teddy Luamba a appelé le partie prenante à réfléchir sur le cadre juridique devant permettre l'intégration du partenariat privé-public dans ces secteurs. Un récit signé Alain Bikaï. Développement du partenariat public-privé pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable à Kinshasa était au centre de ces assises présidées par le ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Selon les patrons des ressources hydrauliques en République démocratique du Congo, professeur Teddy Luamba Mouba, ces travaux de 2 jours vont permettre aux acteurs intervenant dans ce secteur de développer une compréhension globale pour relever les défis actuels de l'approvisionnement en eau à Kinshasa et des solutions potentielles en matière de partenariat public-privé pour améliorer l'accès à l'eau potable à Kinshasa. Présenter et discuter des défis actuels en eau et l'état des infrastructures à Kinshasa et de la manière de la participation du secteur privé afin de maximiser le financement et le développement et en trouver des impacts. À cet effet, le DG de la Régie des eaux a relevé quelques défis auxquels est confronté cet établissement public. Sur une mégapole comme Kinshasa qui compte près de 17 millions d'habitants, la Régie des eaux ne compte que 25 000 abonnés. Cela est occasionné entre autres par la vétusté du réseau de distribution d'eau à Kinshasa. Au vu de ces statistiques alarmantes, Teddy Luamba Mouba mobilise toutes les parties prenantes dans ce secteur pour la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui consiste à améliorer les conditions de vie des Congolais. Dans un autre registre, des études menées dans le Congo central, Kwilu et Kinshasa mettent en exergue les obstacles à la disponibilité financière de produits de santé sexuelle et reproductrice. Paulette Lomba et Betty Amani. La santé sexuelle et reproductive de jeunes en République démocratique du Congo, un véritable débat de société. À l'adolescence, les jeunes sont confrontés à des problématiques essentielles qui façonnent leur avenir. À travers ces tables rondes, des présentations des études approfondies menées dans le cadre du projet Sharp, piloté par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO, qui se sont déroulées dans le province du Kwilu, Congo central et Kinshasa. Les participants ont mis en lumière les défis liés à la disponibilité et à l'accessibilité financière des produits de santé sexuelle et reproductive. Il était question que ces députés-là puissent connaître les principaux problèmes qui ont été répertoriés à travers ces études pour que maintenant, ensemble, avec le programme national de santé de l'adolescent, ainsi que les organisations de jeunes ici présents, de conjuguer les efforts pour mener les plaidoyers pour enfin qu'il y ait le décaissement des fonds pour pouvoir augmenter l'achat de contraceptifs qui viendra résoudre le problème de rupture de stock de produits, le problème d'indisponibilité des produits et d'accessibilité des jeunes. Enfin, on va réduire tout ce qui a comme le problème des infections, de grossesses non désirées, de rapports sexuels précoces auprès des adolescents et jeunes. La voix de jeunes doit être entendue, tout comme celle des élus qui ont le pouvoir de changer la donne. En explorant ces études et en cherchant des solutions, le cadre permanent des concertations de la femme congolaise instaure un dialogue constructif qui ouvre la voie vers un avenir meilleur pour les jeunes de la RDC. En politique, les consultations ont pris fin depuis mardi dernier. Lors de la dernière journée, le mouvement social lumbiste était aussi consulté par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Regardez. Notre parti a donné sa contribution à son délégué qui est son Excellence, Monsieur le conseiller spécial
son conseiller spécial en matière de sécurité qui nous a reçus et nous voulons bien que la primeur lui soit réservée. Pour nous faisons seulement ici un appel à tout le monde. Ce qui est en jeu, c'est la souveraineté de notre pays. On n'est pas en train de blaguer, on est là en train de parler de la postérité, de ce que nous allons laisser à nos enfants, de ce que nous allons léguer à nos enfants. Donc, quand on parle de ça, je crois que les gens doivent mettre de côté leurs intérêts personnels. La taille, les contenus, les personnes qui feront partie du gouvernement, je ne pense pas que ça doit être une priorité. C'est plutôt comment on va faire pour mettre définitivement fin à cette guerre qui nous humilie, qui entame notre souveraineté et qui nous empêche de nous développer. Je crois que c'est ça l'essentiel que nous, comme MSL, sommes venus échanger avec le conseil spécial. Nous sommes venus répondre à l'appel du président de la République en tant que père de famille. Et il a fait l'appel pour qu'il y ait un gouvernement d'union nationale pour, n'est-ce pas, sauver la situation de la crise qui frappe notre pays actuellement avec tout ce que nous connaissons, l'agression rwandaise ainsi que le supplétif de 1-23. Alors notre contribution par rapport au nouveau gouvernement qui arrive pour l'Union nationale, nous avions mis l'accent sur le changement de la classe politique avec la contribution de la jeunesse. J'espère que dans les jours à venir, nos recommandations seront prises en compte pour le nouveau gouvernement d'Union nationale qui arrive bientôt. Le projet Star Est vient de renouveler son engagement au programme en matière de réintégration communautaire dans l'Est de la RDC. Le coordonnateur national de PDD-RCS a échangé avec le coordonnateur général de Star Est. Les autres détails dans ces récits de Peggy Mukundi. Vers une synergie renforcée entre le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS et le projet Star Est. Le coordonnateur général du projet Star Est, Brigitte Kapinga Saouda, a été reçu par le coordonnateur national du PDD-RCS, Jean-Didier Désiré Ntangatita, à savoir le projet Star Est, mis en œuvre dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, et financé par la Banque mondiale à hauteur de 250 millions de dollars. Démarré en janvier 2024, ces programmes visent à améliorer l'accès aux infrastructures communautaire de base et favoriser à la réintégration socio-économique des personnes issues des groupes armés et renforcer les capacités des administrations locales. Cette réunion de prise de contact marque un pas important vers une meilleure coordination entre les initiatives nationales de stabilisation et le projet financé par les partenaires techniques et financiers. Occasion pour Madame Brigitte Kapinga Saouda d'expliquer à long et à large des six composantes du projet allant de la stabilisation communautaire à la gouvernance décentralisée en passant par les mécanismes d'urgence et d'apprentissage. Le patron de PDD-RCS a exprimé son entière disponibilité à travailler en synergie avec l'équipe du Star Est. Ouverture hier du 4e congrès du syndicat de médecins. Il était question de lire le nouveau membre du comité arrivé fin mandat. Ce premier congrès du syndicat de médecins du Congo, SIMECO, vise à élire librement et démocratiquement le membre de bureaux syndicaux de base et de bureaux exécutifs provinciaux de syndicats de médecins. En clair, il sera question de renouveler les membres de ces syndicats arrivés fin mandat après 13 ans d'exercice. Une fois élus, ces médecins membres du SIMECO vont porter haut la voix de médecins congolais et surtout plaider leur cause auprès des instances décisionnelles et améliorer les conditions de travail. Le comité élu aura aussi comme mission la défense des droits de malades tout en leur offrant de soins de qualité dans le respect du serment d'Hippocrate. Nous avons une responsabilité immense, celle de nous unir et de fédérer les autres autour de nos défis. Alors, avançons ensemble avec courage et détermination.
Faisons de ce congrès un lieu de réflexion, d'échange et d'action. Nos infirmiers ont donc des attentes légitimes de ce congrès. Ils souhaitent certainement que nous aurons tout au long de nos travaux des discussions de qualité, faites avec discipline et responsabilité, pour des perspectives qui doivent renforcer leur fierté d'être membres du SIMECO. Les participants sont venus des différentes provinces de la RDC, notamment du Lualaba, la Chopo, Lomami, Chouapa, Okatanga, Bazouélé, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental. La liste n'est pas exhaustive. Santé toujours, les avancées significatives de la gratuité de la maternité prônées par le chef de l'État énumérées lors d'une conférence de presse à Kinshasa, organisée par les experts de l'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle. C'est dans la salle Père Henri de la Culture, dans la commune de la Gombe, que l'autorité de régulation et contrôle de la couverture santé universelle vient d'organiser une journée de réflexion avec le thème « La femme au cœur de la couverture santé universelle, saut de l'engagement et de la promotion de la santé maternelle en RDC », a dévoilé le directeur général de l'autorité de régulation et contrôle ARCCSU. Le directeur Hugues Fariala a parlé du système de santé qui est la couverture santé universelle officiellement lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il sera suivi par le docteur Polydor Kabila, coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, qui a présenté le bien fondé de cette vision en déplorant la guerre injuste du côté de l'Est du pays. Les femmes et enfants sont premières victimes. Il a révélé le prochain paquet qui sera pour les militaires et les policiers. Il faut signaler que le ministre de la Santé publique a été représenté dans cette activité et du président du conseil d'administration de l'ARCCSU, le docteur Guilain Goui. Deux panélistes de renom ont défilé sur la tribune pour partager leurs réflexions sur les thématiques liées à la place et l'intégration de la femme congolaise dans la couverture santé universelle. Le professeur Sikoulissi, moi, Céline, une des oratrices, nous résume les grandes lignes. La question, ce que nous pouvons retenir de cette grande journée peut se résumer en même. Les avancées de la gratuité des accouchements, en un mot, les avancées de la CSU. On n'en parle pas assez parce que souvent on a tendance à voir ce qui ne marche pas. Et il valait quand même la peine qu'aujourd'hui on puisse parler de ce qu'on a déjà réalisé. C'est peut-être pas grand-chose comme on peut le penser, mais on ne s'imagine pas ce que ça peut avoir comme retombée sur le plan du développement. C'est un processus, c'est progressif, on l'a dit. On ne pourra jamais apporter des réformes en un seul jour. Il y a une progression qui se fait avec le programme de la gratuité de l'accouchement qui a été lancé il y a quelques années. On a commencé par Kinshasa d'abord, ensuite le Congo central, et maintenant en ce temps, dans les provinces, il fallait quand même parler de ce que l'on fait. Parce qu'il y a un principe qui dit qu'il faut publier ce que l'on fait. On publie, le gouvernement dépense énormément de moyens pour la gratuité de la maternité, pour l'amélioration de la couverture santé universelle, la mise en œuvre. Et aujourd'hui, accoucher dans les conditions requises et acceptables n'est pas un privilège, mais un droit au regard de l'article 47 de la Constitution. Et puis ces titres avant de nous quitter, le combat de Simon Kimbangu pour l'émancipation de l'homme noir face à la colonisation, commémoré à Kamba par Lévi Mbuta. Il a aussi sensibilisé et invité le Congolais à la cohésion. Kamba, ville sainte, au lieu de spiritualité, c'est drapé de ferveur. C'est 6 avril. Fidèles venus des 4 coins du pays, cadres de l'église kimbanguiste et autorités nationales ont commémoré la naissance du prophète Simon Kimbangu, reconnu aujourd'hui comme héros national. À la tribune de ces temples, l'honorable Mbuta Sangumpamba Lévi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a salué le geste fort du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a inscrit la date du 6 avril comme journée fériée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Il a aussi lancé un appel vibrant à la paix en faveur de la population de l'Est du pays. Il a par la suite exhorté les Congolais à s'unir derrière le FARDC, les Ouazalendo et les autorités du pays pour un avenir stable. Le sang des Congolais ayant beaucoup coulé, surtout dans sa partie orientale, je profite de cette tribune
pour lancer un appel pathétique à tous les hommes épris de paix, à l'instar de Papa Simon Kimbangu, afin qu'avec l'aide de Dieu et derrière le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que nos vaillants soldats de FARDC et nos vaillants héros Wazalendo, pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Une journée de mémoire, de foi et d'engagement pour la paix et le développement. En Kamba, le fidèle réparte galvanisé, convaincu que l'héritage de Papa Simon Kimbangu continue de porter le destin du Congo. Madame, Monsieur, voilà tout pour ce matin. C'était votre journal de la rédaction réalisé par Michou Mbenga Kassongo Nomita Bangoulou, assisté de Anomouti et Alain Galia, heureux jour de naissance au natif du 11 avril. À toutes et à tous, bonne journée.